Mon problème avec Ruby, c'est comment est-ce qu'elle va financer cette dépense en capital liée aux différents investissements ici sur la partie Photosol. J'en sais rien du tout. Comment est-ce qu'elle va réussir à le faire sans prendre en considération une réduction de ce dividende-là? C'est la véritable question ici. D'accord? Donc, on va faire le tour d'horizon ici pour Ruby. Croissance des revenus, très très bien. Mais comme je l'ai dit ici, c'est surtout la marge brute qui est intéressante pour cette compagnie. D'accord? Les revenus auront tendance à être très élevés année après année, mais ça dépend vraiment généralement ici du prix du carburant. Donc, il faut voir ici l'évolution des volumes pour Ruby. D'accord? Dépendamment du prix ici, de la commodité, elle a tendance à faire ici sa marge. Donc, il faut jamais regarder l'évolution des volumes des volumes ici de carburant vendus ou des choses comme ça. Bon, et ce n'est pas le seul segment en tout cas ici, mais c'est le plus gros segment. Ensuite, on va regarder la marge brute qui est plutôt stable. On va regarder également la marge EBITDA qui est, bon, disons-le, ça ressemble vraiment à une compagnie cyclique. Donc, enfin, pour ce type d'activité ici, c'est totalement, on va se dire, c'est à peu près normal. Okay? Il faut qu'elle soit très efficiente, justement. OK? Ensuite, on va aller regarder les marges, on va regarder les free cash flow et les net income. Alors, pour les free cash flow et les net income, je les mets comme ça. Net income, free cash flow. Ici, c'est en cumulé. C'est-à-dire que quand on prend les free cash flow cumulés sur une longue période de temps, voici à peu près ce qu'on a eu. Je vais les mettre en yearly, ça sera plus simple. Voilà, et je vais les mettre en cumulé. Ici, on va mettre ça à ce niveau, cumulé. Non, c'est déjà en cumulé. Ça, c'est cumulé maintenant. Voilà. Alors, ça veut juste dire quoi? Sur les 20 dernières années, en bénéfice net, cette compagnie a eu 2 milliards 520 et en free cash flow, 1 milliard 720. Donc, il y a une différence de combien? On a à peu près un manque à gagner ici de près de 800 millions. OK. Sur les 10 dernières années, 2 milliards en net income, 1 milliard 660 en free cash flow. Donc, il nous manque à peu près aux alentours de 340 millions. Les 5 dernières années, 1 milliard en net income, 865 millions en free cash flow. À peu près 135 millions qui manquent. Sur les 3 dernières années, 555 millions en net income, 251 millions en free cash flow. Donc, on a à peu près un manque à gagner ici de près de 300 millions. Donc, cette compagnie a l'habitude d'avoir des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow. Or, c'est avec les free cash flow qu'on paie un dividende. D'accord? Et quand on voit ce genre de variation-là, il faut donc faire attention. On va peut-être payer des multiples très peu élevés ici par rapport aux bénéfices nets ici, tout simplement parce qu'ils ne représentent peut-être pas la véritable rentabilité de ce business-ci, dans le sens où on a tendance à y avoir, depuis plusieurs années, des free cash flow moins élevés que des net income. Donc, au niveau du multiple de valorisation ici, je sais déjà pour ce type d'entreprise, ça va être difficile pour moi de payer plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, vu ce que connaissant à peu près ce que fait la compagnie, je serais très mal à l'aise à aller même au-delà de 10 fois. Ça, ce n'est que mon avis. OK. Ensuite, on va comparer les net income, la dette nette et l'EBITDA. Toujours aller vérifier pourquoi est-ce que la dette nette fluctue. Pourquoi est-ce que ce ratio-là fluctue? Est-ce que c'est parce que la dette nette diminue ou augmente, ou bien est-ce que c'est parce que l'EBITDA augmente ou diminue? Ici, on a un ratio aux alentours de 2,2. D'habitude, c'est une entreprise qui à peu près reste aux alentours ici des 1,5 par là. Donc, on voit également ici que le ratio en question tend à diminuer. Pour une entreprise pareille, il faut absolument qu'ils soient en dessous de 3. D'accord? Parce qu'elle reste également cyclique. Dette nette ici, du point de vue volume, c'est 1,6 milliard. Et l'EBITDA ici, du point de vue volume, nous avons à peu près quelque chose aux alentours des 709 millions. Je pense même que cette compagnie ici, généralement, va s'évaluer, on va généralement l'évaluer en prenant en considération ici la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce ratio-là. Donc, je pense que, par rapport au PER ici, ça peut être une alternative. On vérifie également ici le nombre d'actions, si ce nombre d'actions-là augmente ou diminue. On voit également ici que le nombre d'actions, non, c'est pas ça. Voilà. Il a tendance à augmenter. OK. Alors, maintenant, la question est toujours de savoir pourquoi est-ce que ce nombre d'actions-là augmente. On a également vu ici que c'est une entreprise qui affiche jamais un manque à gagner par rapport au free cash flow ici. Donc, il faut faire attention ici. Si le dividende ici n'est peut-être pas un leurre, dans le sens où on vous donne un dividende assez conséquent qui couvre ici la totalité des free cash flow. Et pour pouvoir s'autofinancer, en fait, pour pouvoir relancer la dépense en capital ici, en fait, elle émet de nouvelles actions.
Ça pourrait expliquer l'augmentation du nombre d'actions actuelles. Parce que quand on compare le dividende ici, reçu, d'accord, toujours en cumulé, je le mets comme ça, cumulé, comme un dividende pay, cette compagnie sur les, on va se dire ici, c'est bien ça? Ouais. Sur les 20 dernières années, elle a payé à peu près 1,420 milliard en dividendes. OK? On va regarder par rapport au free cash flow qu'elle a pu avoir sur les 20 dernières années. 1,720 milliard. Donc, à peu près, il lui restait 300 millions ici pour la dépense en capital. Enfin, quand je dis 300 millions pour le remboursement de la dette, en réalité. Je rappelle, c'est 20 dernières années. Les 10 dernières années, elle a payé 1,1 milliard en dividendes. Elle a eu à peu près 1,660 milliard en free cash flow. Donc, le 560 millions ici pouvait servir au remboursement de la dette. Sur les 5 dernières années, 512 millions en dividendes. Elle a pu garder en poche à peu près 350 millions par là. Donc, le free cash flow couvrait également ce dividende-là. Sur les 3 dernières années, on a à peu près, justement, au niveau des 3 dernières années, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que en free cash flow, elle a reçu 251 millions. En dividende, elle a payé 214 millions. Donc, il y a une différence ici de 23 millions. Le 23 millions en question, pour pouvoir payer cette différence-là, il a fallu qu'elle augmente soit la dette, soit elle puisse dans la trésorerie ici. Or, on ne veut pas que le dividende soit plus élevé que les free cash flow. Ça n'a pas de sens. Donc, déjà, sur les 3 dernières années, il y a beaucoup de questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette compagnie-là? Et rappelez-vous qu'à partir de ce moment-ci, il y a une dépense en capital de croissance pour le compartiment fauteuil au sol ici qui devrait être prise en considération pour les années à venir. Comment est-ce qu'elle va générer cette dépense en capital de croissance-là? Peut-être qu'en émettant de nouvelles actions, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la solution ici serait peut-être de réduire ce dividende-là si on n'a pas une croissance de ces free cash flow. OK? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va te donner? Comme je l'ai dit ici, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Parce que pour moi, avec ce niveau d'endettement, ça va être assez compliqué. Même avec les free cash flow ici, vous savez qu'on a une différence entre les net income et les free cash flow. Donc, même à ce niveau-là, il faut déjà faire très attention. À 10 fois les bénéfices ici, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on va se dire ici qu'on sera à peu près autour de 36 € par là. Mais attention, ça, ce sont les bénéfices nets. Et comme je dis ici, les free cash flow sont moins élevés. Parce que si on veut même regarder ces free cash flow-là, voici ce qu'on obtient. Les free cash flow auront tendance à baisser sur les années à venir. Or, le dividende, qui est la ligne, cette ligne blanchie, vous voyez que clairement ici, sur les 3 dernières années, elle paye limite le dividende ici avec un tout petit peu d'endettement. OK? Donc, s'il n'y avait pas eu la période de 2020 ici, ça aurait été difficile de payer le dividende. Le dividende ici n'aurait pas été couvert sur les 3 dernières années. En tout cas, on a vu ici qu'en moyenne, quand on cumule tous les dividendes versés, plus tous les free cash flow, il nous manque 24 millions pour assurer ce dividende-là. D'accord? Donc, ce 24 millions-là, pour le retrouver, on a dû soit réduire la trésorerie ou augmenter la dette de 24 millions, de 23 millions. Enfin, 24, 23, c'est la même chose. Donc maintenant, à partir de ce moment-ci, quand on extrapole un tout petit peu, les analystes s'attendent à peu près à des free cash flow moins élevés pour les années à venir, mais avec un maintien de dividende. Vous pensez qu'on va payer ce dividende avec quoi? La dette ou la trésorerie disponible en date d'aujourd'hui? Et ça, par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Et peut-être qu'ici, la réduction de ce free cash flow peut également être due aux investissements au niveau de Photosol ici. OK? Donc, pour moi, je pense que pour pouvoir à peu près assurer ces investissements-là, il va falloir soit réduire ou couper ce dividende, ou bien il va falloir que ces dividendes-là, ces free cash flow-là soient plus élevés que les dividendes actuels. C'est la raison pour laquelle, en date d'aujourd'hui, si Ruby nous intéresse, on veut vraiment voir d'où est-ce que le management va aller chercher cet argent-là. Qu'est-ce que le management va faire à ce niveau-là? En tout cas, pour moi, ça me laisse un tout petit peu... Je vais être très prudent sur cette compagnie. D'accord? Normalement, je devrais me normaliser ces résultats-là. On va essayer de le faire ici avec les free cash flow. Où est-ce qu'on a ça? OK. On va le prendre sur les 5 dernières années. On va le dire comme ça. 865 millions. On a 865 divisé par 5.
Ok, ça fait à peu près 113 millions en moyenne. À 15 fois les bénéfices, on retrouve à peu près aux alentours de 2 milliards 595. Moi, la dette nette, ça va clairement ici. La dette nette, ça va clairement ici nous donner un chiffre très très bas. Donc, on va prendre le 173 millions ici, 173 millions multiplié par 10 fois les bénéfices. Ok, et je vous rappelle que j'avais pris les bénéfices nets ici et je vous ai dit que les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Or, c'est avec les free cash flow qu'on paye un dividende. Donc, ça peut également être dû au BFR ici. Il y a un BFR qui, voilà, le BFR impacte énormément cette compagnie. C'est très bien, enfin, quand je dis c'est très bien, ça fait peut-être partie de son activité ici, mais voilà, moi je veux dire, c'est par rapport à ce que je dois ajuster, si le BFR affecte cette compagnie depuis plusieurs années, ce n'est pas une situation qui va avoir tendance à s'arranger sur les années à venir. Okay? Donc, on doit clairement ici prendre la moyenne des free cash flow. Divisé par le nombre d'actions, à peu près à 103 millions d'actions. On va se dire ici qu'on sera aux alentours de 17 $ l'action. Donc, au prix actuel, on va se dire que sensiblement, on sera correctement évalué. Si je prends les free cash flow sur les 10 dernières années, et encore, en prenant ce calcul-ci, dites-vous une chose. Il y a quelque chose qu'il faut garder en tête. Les bénéfices nets peuvent être les free cash flow peuvent être de plus en plus élevés. Donc, quand je prends les 5 dernières années, quand je prends ce chiffre-ci et que je le divise par 5, je sous-entends que sur les 5 dernières années, on a eu le même niveau de bénéfices nets. OK? Donc, il faut faire attention ici. Si je prends les 3 dernières années ici, vous allez voir qu'on aura même quelque chose en dessous de 100 millions par là. Parce que 250 divisé par 3, ça fait moins de 100 millions par là. OK? Donc, il faut prendre ceci avec des pincettes. Donc, si on est optimiste, on pourrait s'attendre à 36 par là. Si on est pessimiste, peut-être 17 pourrait être assez intéressant. Mais dans tous les cas de figure, dépendamment de la décision que le management va avoir tendance à faire, je veux absolument que ce dividende-là soit réduit. OK? Je veux qu'il soit réduit à peu près sur les 5 dernières années, on a rapporté à peu près 173 millions, n'est-ce pas? En moyenne, on va le dire comme ça. On le divise par 2. OK. 50% ici comment on appelle ça? 50% ici de payout ratio. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc je ne m'attends pas à un rendement de plus de 3,63%. Donc ce qui revient peut-être ici à réduire ce dividende ici, à réduire ici le dividende versé ici là par 2. Enfin, divisé par 2, on va le dire comme ça. Ou réduit de 50%. Pas réduit par 2. Réduire de 50%. En tout cas, c'est ce que moi je pense par rapport à Ruby en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si je veux y investir, je veux clairement que ce dividende soit réduit, ou bien qu'on me mentionne que Photosol en date d'aujourd'hui n'est plus une priorité. Mais par rapport à ce que je vois ici, comment est-ce qu'on va repayer la dette également? Je ne parle même pas des investissements, la dette également. Comment est-ce qu'on va faire? OK? En tout cas, pour moi, je reste sur les lignes de côté. Comme je l'ai dit ici, si vous aimez ce type de business, je pense que Ruby aurait pu s'orienter vers un business ici à l'alimentation couche-tard. Elle peut encore pivoter, mais clairement ici, l'investissement dans Photosol, je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais franchement, toutes les entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables ici, moi, je les attends quand elles seront rentables. En date d'aujourd'hui, c'est du cash qu'on va avoir tendance à brûler, tant mieux ça fonctionne, mais voilà, je m'interroge par rapport à la stratégie à long terme ici. Je ne parle même pas des régions dans lesquelles elle opère ici, qui sont, voilà, techniquement, ces régions-là auront tendance, ce sont des régions les dernières ici à adopter les voitures électriques, on va le dire comme ça, parce qu'eux, ils ont des problèmes d'électricité, des choses comme ça. Donc, la voiture électrique n'est clairement pas une option présentement. Donc, la voiture essence a encore beaucoup il y a de grandes chances qu'on continue à consommer autant d'essence sur les 10-20 prochaines années dans ces régions-là. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Ruby, il y a beaucoup de questions à poser ici. D'accord? Sinon, si on est optimiste, on peut atteindre le 36 € ici. Sinon, à partir de ce moment, si avant même de se lancer cette compagnie, il faut absolument qu'on ait une idée claire de la politique d'allocation du capital du management pour les années à venir. En tout cas, pour le moment, je suis très pessimiste par rapport à ce que je vois ici. Merci.